Bonjour et bienvenue sur un nouveau podcast Speed Théâtre. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Nia qui vient nous parler du spectacle Fantasmagoria qui se joue au théâtre de l'Arrache-Cœur à 22h05. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, en quelques mots, comment peux-tu nous pitcher l'histoire de Fantasmagoria qui est un spectacle musical? C'est ça. Alors, Fantasmagoria, c'est un spectacle musical sur lequel on a essayé de défendre une esthétique très travaillée autour de l'univers burlesque, cabaret entre guillemets, parce que on ne fait pas du cabaret à proprement parler. Mais voilà, c'est un spectacle musical chant, danse, comédie où on va suivre du coup l'histoire de James Warner, qui est du coup le patron d'un jazz club new-yorkais des années 40. Et voilà, on va suivre du coup ce spectacle sur des moments très forts de scène musicaux, très divertissants, très forts en musique, et des moments en coulisses aussi. On va suivre un peu les personnages et tout ce qui se passe dans l'envers du décor, leurs relations, leur destin, voilà, tout ça va être bouleversé et je vous en dis pas plus, mais voilà, le spectacle opère autour de ce circus club new-yorkais. Comment t'es venue l'idée de Fantasmagoria? Qu'est-ce qui t'a inspiré sur ce projet? Alors, Fantasmagoria, c'est avant tout, c'est mon envie de créer qui commence à émerger là à 25 ans. J'ai envie de faire du spectacle. Je suis passionné de spectacle musical, donc voilà, il y a des vraies œuvres qui m'ont inspiré pour écrire ça. Je suis un passionné de jazz et il y a des très grosses références de la comédie musicale anglo-saxonne qui m'ont inspiré pour ça. Je pense à Cabaret, la comédie musicale, ou encore Moulin Rouge, ou même Chicago, enfin voilà, qui sont des grands classiques. Et on a vraiment essayé de prendre les forces de toutes ces très belles œuvres pour créer cette nouvelle, ce spectacle original unique et à part entière, quoi. Vous êtes combien sur scène dans ce spectacle? Alors sur ce spectacle, j'ai 5 artistes au plateau, un chanteur comédien et 4 danseuses comédiennes du coup. Et c'est votre premier festival d'Avignon? C'est ça. Donc pour tous en tant que comédien et uniquement avec ce spectacle. C'est ça. Donc moi à la direction artistique et mes artistes, c'est vraiment toute notre première année. C'est un gros challenge, on s'y attendait et effectivement dans les faits ça s'est prouvé, mais en plus avec une équipe assez chargée au plateau, donc enfin voilà, il y a des gros, c'est du gros budget, c'est beaucoup d'ambition, mais on est très content de comment ça se déroule et puis on espère pouvoir aller loin avec ce spectacle, quoi. Justement, j'allais te le demander, je sais pas pourquoi. Comment se sont passées les premières représentations de ce spectacle et comment le public vous a accueilli pour votre premier festival d'Avignon à tous? Le public nous a bien accueillis, franchement. En plus, on n'est pas sur un créneau évident parce qu'on joue à 22h05. Très compliqué, quand même. Voilà, qui est un créneau ambitieux, mais assez ancré dans l'ambiance du show. Enfin, c'est un spectacle plus du soir, donc ça nous a pas fait fondamentalement peur. Forcément, il y a eu du stress, hein. On a commencé avec 5 résas, donc derrière le rideau, on attendait de voir si le tractage allait opérer, de voir si on avait du monde, et on a fait quand même une première représentation à 40 personnes. Donc, ce qui est vraiment pas délirant pour une première année à Avignon, pour un spectacle qui émerge et qui n'a jamais été présenté. Et voilà, au fur et à mesure des dates, on a grappillé quelques places, on a fait 50 dates, enfin 50 spectateurs, puis 70, puis 80, et hier soir pour la première fois on a joué devant 107 personnes, donc c'est une salle de combien, le théâtre de l'Arrache-Cœur là? Alors il y a une jauge à 127 places. Ah oui, donc vous étiez quand même bien rempli hier soir. Ouais, on est content. Et au fur et à mesure de ce festival, tu sens un engouement du public à venir découvrir un spectacle assez hybride comme celui-là? Alors c'est vrai que le public vient sans grandes attentes parce que, comme je l'ai dit, le spectacle est émergent. Nous on traque dans les rues, on vend quelque chose de très esthétique, mais on n'en dit pas plus sur le fond du propos, sur vraiment ce que l'histoire raconte. Donc les gens ils viennent vraiment parce que voilà, il y a une ambiance qui leur parle, et au final les gens se rendent compte qu'il y a quand même bien plus que ça, et globalement les retours sont très bons. On encourage les gens à en parler autour d'eux et ils ont l'air vraiment convaincus à l'idée de le faire parce que voilà, les retours sont très chouettes. On nous dit que le spectacle est de qualité et que c'est une très très belle surprise pour eux d'être venus voir ce spectacle, quoi. Et justement, pour en revenir justement à ce public où ne fait que des retours dithyrambiques, est-ce que tu penses que ce qui les a attirés vers votre spectacle,
c'est justement, comme on disait, ce petit mélange de burlesque, de spectacles musicaux, de théâtre. Mais est-ce que c'est pas aussi votre manière de le vendre dans les rues d'Avignon, avec une parade qui est assez grandiose, assez électrique? C'est ça. Je pense qu'on a essayé vraiment de miser beaucoup là-dessus. En tant que nouveau spectacle, il fallait qu'on puisse faire une place visuelle dans la tête des gens. Et du coup, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour ça, c'est d'aller tracter en costume, avec de la musique, avec une grande banderole aux couleurs de Fantasmagoria. On a travaillé aussi des supports de communication qu'on a essayé de rendre les plus attractifs possible, pour vraiment donner un peu sur l'univers, pour vraiment essayer d'évoquer tout ça. Mais c'est vrai que le tractage, avec les performances de mes artistes, on a du chant, de la danse dans les rues, enfin voilà, on essaie vraiment ça attire l'œil. Voilà, de montrer vraiment un prémisse du spectacle, et les gens sont très réceptifs à ça. On sait que c'est pas facile le tractage à Avignon, que nous en plus on arrive en fin de journée, les gens ont déjà une 50aine de tracts dans les mains, la chaleur d'une journée avignonnaise dans le corps, et voilà, le défi est là de continuer à garder leur attention. Et franchement, jusque-là, ça marche plutôt bien. On a presque liquidé déjà là, nos 5000 tracts éco-pack pour Avignon. Donc, vous l'avez rentabilisé niveau papier. Ouais, franchement, on est pas mal. Et donc, comme on l'a dit, c'est une vraie création et c'est une première fois pour vous tous ici à Avignon. Est-ce que vous avez ressenti, vis-à-vis de certains spectacles qui peuvent être un peu du même style que le vôtre, une sorte de concurrence, ou pas du tout? Vous ressentez vraiment comme étant un spectacle très différent de tout ce qui est musical et même burlesque qu'il y a dans le festival en ce moment? Alors, on a été attentif à ça, parce que c'est vrai qu'on sait qu'à Avignon, la majorité des œuvres sont quand même théâtrales. Nous, on arrive avec une proposition un peu alternative, mais il y a du spectacle musical, il y a des œuvres qui sont un peu même avec des teintes un peu cabaret. Je pense au théâtre du Rouge-Gorge, qui voilà, c'est un peu typique de ces programmations. Mais honnêtement, je pense qu'on a essayé de défendre aussi autre chose, et ce qui fait que les gens sont quand même assez intrigués, parce que je pense que ça ressemble pas vraiment aux propositions qu'ils ont l'habitude de voir. Donc on ne se sent pas vraiment en concurrence directe avec des spectacles à ambiance burlesque, cabaret. Et en fait, cette année, il y a tellement de spectacles qu'en fait, le deal, c'est d'essayer de se frayer son chemin, et d'être très fair-play avec les autres spectacles et les autres compagnies qui font aussi un travail merveilleux. Et voilà, donc notre chemin, on arrive à le tracer en créant aucune concurrence avec les spectacles qui pourraient ressembler aux nôtres, quoi. Il a l'air de très bien se passer, votre petit chemin, au vu du succès et des retours publics dithyrambiques que vous avez depuis le début de ce festival. Comment va être l'avenir de Fantasmagoria, c'est-à-dire après Avignon, je précise? Alors après Avignon, nous on espère pouvoir aller toujours plus loin. On a quand même pas mal de pros qui viennent nous voir à Avignon, ça c'est chouette, parce que le défi était là aussi, de faire venir les pros à 22h05. C'est pas facile, mais voilà, on a des programmateurs qui sont venus nous voir, donc pouvoir éventuellement continuer à tourner en France, pourquoi pas à l'étranger aussi, si on voit grand. Le spectacle parle d'ambition, etc. Donc nous, on est un peu dans cette essence-là. Pourquoi pas aller se produire à l'international. Mais voilà, dans un premier temps, ça va être essayer de, pourquoi pas refaire un Avignon l'année prochaine. On est sur cette réflexion-là. Dans un théâtre plus grand peut-être? Dans un théâtre peut-être un peu plus grand, pourquoi pas, parce que l'Arrache-Cœur, on a des très belles conditions à l'Arrache-Cœur. Mais voilà, continuer à faire évoluer le projet aussi dans ce sens-là. Exister à Avignon, à Paris peut-être aussi, avec une résidence parisienne. Voilà, c'est des perspectives qu'on envisage. Mais voilà, on a envie que le spectacle rayonne, on a envie qu'il puisse être vu des Français, inculquer aux Français cette culture de la comédie musicale, qui est un art très exigeant et tellement beau et tellement riche, tellement complet, tellement rythmé, et on n'est pas vraiment éduqué à ça en France. C'est pas faux. Donc voilà, c'est notre petit challenge, et jusque là, en tout cas, les gens qui viennent voir le spectacle le reçoivent bien, donc on est très très content de ça. Mais c'est vrai que c'est assez curieux qu'en France on a une culture du musical assez particulière. Bon, on ne parle pas de Londres ou de Broadway, puisque là c'est vraiment le berceau de ces spectacles-là. En France, on est habitué plus à des spectacles musicaux. Là, je parle plus pour ma génération, tels que Notre-Dame de Paris, Starmania, qu'est-ce qu'il y avait en même temps, Lady Command, enfin les premiers. Voilà, on a ces modèles-là. Quand on a voulu en France adapter des grandes comédies musicales de Broadway à la française,
ça a été tout ou rien. C'est ça. Voilà, je pense par exemple au Roi Lion ou à Mamma Mia, qui sont des succès absolument géniaux. Cabaret, ça s'était plutôt bien passé, mais après il y a eu d'énormes ratés. Ouais, c'est clair. En fait, on a une culture ici qui est un peu différente. Est-ce qu'on serait pas un peu en retard, justement ? En retard, oui et non. Je pense que le modèle du spectacle musical ou de la comédie musicale en France est différent. On a des piliers comme Dovatia qui ont construit des modèles très populaires, très grand public, avec des tubes aussi qui font la force de ces spectacles-là. Aux États-Unis ou même à Londres, on est sur des formats complètement différents. Les gens viennent saluer des œuvres avec un format différent. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans le même process sur ces genres de spectacles. Et puis, est-ce que c'est un retard ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui m'inspire aussi, c'est le travail que font les anglo-saxons à ce niveau-là. Et moi, ça m'intéresse vraiment de défendre ça ici et de montrer que ouais, l'art est tellement exigeant dans cette discipline que c'est à voir en fait. Et il faut qu'on essaie de s'éduquer un peu à ça, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Fantasmagoria en tout cas. D'ailleurs, quel est, en musical de Broadway, alors je vais te poser une question un peu piège, en dehors de Cabaret, Moulin Rouge et Chicago, quel est ton spectacle musical de Broadway ou de Londres qui est le plus marquant pour toi ? En dehors de ces trois-là, puisque sinon ce serait beaucoup trop simple. Oui, forcément. Je vais certainement parler d'un spectacle complètement différent dans l'ambiance, mais qui me parle énormément. Je pense que je pourrais parler d'Hamilton, qui est un spectacle aujourd'hui naissant et qui pour moi révolutionne le genre de la comédie musicale dans le monde entier. Voilà, les inspirations sont folles, la scénographie est incroyable. On a cet ajout du slam qui est complètement nouveau dans le genre de la comédie musicale, et moi en plus à 25 ans cette modernité là je la prends vraiment avec beaucoup d'admiration, et du coup c'est aussi ce qu'on a essayé de donner dans Fantasmagoria, à vraiment donner cet élan de modernité en dépoussiérant vraiment le genre du burlesque, en y mettant beaucoup d'éléments plus modernes. On a des talons de 11 cm qui sont aujourd'hui vraiment ancrés dans le monde de la danse. Voilà, on a plein d'anachronismes, on a beaucoup de choses qui font que voilà, le spectacle est aussi très moderne, et on essaie d'y donner cette dimension-là à l'image d'Hamilton, qui pour moi est une très très grande inspiration pour le spectacle musical d'aujourd'hui, quoi. Comment tes 4 comédiennes ont travaillé justement le côté burlesque que tu as mis dans ce spectacle ? Alors il faut savoir que mes artistes du coup viennent de la région lilloise. Ça me tenait à cœur d'aller les chercher là-bas parce que c'est ma région d'origine. Et donc on s'est organisé des petites sessions d'ateliers, de travail pour que je puisse recruter mon équipe. Et ce travail-là, on l'a vraiment fait sur la continuité. Je me suis beaucoup inspiré d'eux pour écrire les personnages. C'est l'une des forces du show aussi, c'est que chaque artiste, chaque danseuse notamment, a vraiment sa personnalité, a son rôle à défendre, a sa couleur de personnage, et c'est des personnages qui sont très hauts en couleur, et ils ont été très inspirants pour moi à écrire. Je me suis vraiment basé sur eux, sur leur énergie, et donc elles ont chacune un numéro solo qui les représente bien, et voilà, on a travaillé dans cette direction-là entre leur essence à elles, ce qu'elles incarnent vraiment dans la vraie vie, leur personnalité personnelle, et voilà, travailler un personnage ancré dans cette esthétique burlesque pour créer un show vraiment sur mesure. Et aujourd'hui, c'est la force du show, c'est que voilà, on a 5 artistes au plateau, 5 profils différents, 5 profils qui touchent le spectateur à des degrés différents, mais tout le monde s'y retrouve, et voilà, c'est l'une des forces du spectacle. Oui, il y a donc un petit peu de réalisme et de réalité dans ces personnages imaginés. C'est ça. Bon, je donne pas trop d'infos sur cette notion d'imaginaire. Je parle de... Mais il faudra bien voir le spectacle pour ça. Mais oui, forcément, on a imaginé des personnages, mais qui sont vraiment construits sur ce que ces artistes représentent de base en tant qu'humains. C'était important pour moi de valoriser et de les mettre en valeur sur vraiment des énergies qui les ressemblent, et de pousser les curseurs de ça.
On va parler un petit peu des musiques de ce spectacle qui ont été écrites par Maxime Savary-Leblanc. Ouais. Comment est-ce qu'il a travaillé justement les musiques de ce spectacle? Comment est-ce que vous avez travaillé sur les musiques de ce spectacle? Avec Maxime, ça a été une collaboration vraiment très intéressante. On est parti vraiment sur un atelier créatif assez dingue. Il a tout de suite été emballé par le projet. Lui, il vient aussi du jazz, donc ça lui a tout de suite parlé. Et on est parti du coup sur cette idée de réarranger des morceaux connus du grand public. Donc on est sur un jukebox avec des chansons vraiment qui sont référencées. On a du France Gall, du Juliette Armanet, du Michel Legrand, du Mylène Farmer. Enfin voilà, on a été vraiment puisé dans ces titres-là pour les reteinter complètement dans l'ambiance du spectacle avec des réarrangements spécifiques. Donc on a, je pourrais dire entre guillemets, vintagisé des sons très modernes comme Lady Gaga, voilà, des sons qui parlent aujourd'hui aux gens. Et on a remis au goût du jour des sons vraiment vintage qui évoquent vraiment des ambiances beaucoup plus rétro. Voilà, donc c'est ce contraste-là aussi quand je parle de vintage et de modernité qu'on a essayé d'exploiter dans le show. Mais voilà, ça a été incroyablement fou d'idées, de pistes de création. Il a été aussi très force de proposition, ça a été très chouette. On a des compositions originales aussi sur le spectacle. C'est une des forces du show aussi. Mais voilà, aujourd'hui on est très fiers de la bande son du spectacle. Les gens s'amusent vraiment à reconnaître des morceaux qu'ils connaissent, mais à les entendre dans des couleurs complètement différentes. Et c'est ce qui est aussi très intéressant sur le show, c'est de toucher le public avec des choses qu'ils connaissent, mais de les envoyer dans une direction complètement différente. Et ça, ce travail-là, il a été très intéressant à faire en musique. Donc, musicalement parlant, c'est vraiment intergénérationnel. C'est ça. N'importe quelle génération peut se retrouver, peut reconnaître les musiques. Exactement. Moi, je pense que le spectacle, il parle autant à un jeune de 18 ans ou même moins qu'une personne de 60, 65 ans, 70 ans même qui viendrait voir le spectacle. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde s'identifie aux persos, aux musiques. Et c'est l'une des forces du spectacle, je pense vraiment. Tu disais tout à l'heure justement que ce spectacle pourrait éventuellement, si il continue bien son petit bonhomme de chemin, partir à l'international. Donc ce serait ça pourrait être, pardon, c'est le matin, adapté vraiment partout, parce que on a parlé d'intergénération, mais c'est international. Bien sûr, franchement, l'œuvre s'ancre complètement dans quelque chose de très universel. Et en plus de ça, on a du texte qui pourrait bien être traduit, pourquoi pas, mais on a aussi beaucoup de moments qui sont racontés par le mouvement. Moi de base je viens de la danse et c'était une de mes volontés aussi de pouvoir raconter l'histoire par le mouvement avec des scènes qui sont pas explicites par la parole et voilà, on a une histoire qui est très fluide, qui est simple, avec des vrais enjeux. On essaie vraiment de rentrer dedans et je pense que le message de ce spectacle reste universel. Ça parle d'espoir, ça parle d'ambition, ça parle de rêve et je pense que c'est un beau message qui mérite d'être entendu par les Français et même les autres peuples. Et d'ailleurs à Avignon, c'est intéressant pour nous d'échanger avec des étrangers. Parce qu'il y a beaucoup de spectateurs étrangers. Il y a beaucoup de spectateurs étrangers et du coup qui pourraient trouver peut-être de la complexité à aller voir des œuvres exclusivement théâtrales avec des livrets très riches, français, voilà. Donc voilà, notre proposition elle est alternative là-dedans. On a de la comédie, mais l'histoire se comprend facilement. On a du chant, de la danse, on a des costumes, des décors. Enfin voilà, le spectacle vraiment pourrait avoir une portée internationale sans problème. Et en fait, la seule chose qui pourrait y avoir à faire éventuellement, ce serait de peut-être changer les morceaux, parce que là, vous utilisez aussi des morceaux français. Si jamais tu peux très bien passer à des morceaux connus internationaux pour bien sûr partir. Sur le show, on a à peu près 50% de français, 50% de chansons anglaises. Mais je trouve que la force du show, ça pourrait être aussi d'aller représenter le spectacle à l'étranger en revendiquant notre œuvre française avec des chansons qui sont des très belles références aussi à notre culture française et d'aller défendre ça à l'étranger. Et je pense que les messages pourraient bien passer aussi parce qu'on est fiers aussi de notre pays, de tout ce qui est mis en place aussi pour la culture à ce niveau-là et voilà, je pense qu'on n'aurait pas à rougir d'aller le présenter en tant que bon français. Non, ça c'est clair que non. On peut être aussi fier de ce qu'on fait en France. Je disais tout à l'heure qu'on était un petit peu en retard sur les spectacles musicaux, mais on fait quand même de très belles choses. Voilà. On voit le succès qu'ils peuvent avoir à Paris et on adapte très bien aussi les musicaux de Broadway. Il suffit de regarder Le Roi Lion et Mamma Mia. On est de très bons adaptateurs, mais
On a encore un petit peu de boulot. On va dire qu'on est dans la moyenne. On va dire qu'on est dans la moyenne. Alors pour terminer ce podcast, je vais te poser une question piège. J'aimerais que tu me décrives le spectacle en 3 mots, comme ça, du tac au tac, mais bien sûr sans utiliser les termes musical, burlesque, voilà, tous les thèmes qu'on a parlé depuis le début. Bien sûr. J'aurais envie de dire magie, parce qu'on a vraiment essayé de mettre vraiment un maximum d'éléments dans le show qui puissent faire rêver les gens. Et du coup, sans transition aucune, je vais dire rêve, parce que c'est une thématique qui est vraiment à l'essence même du spectacle. Et je pourrais dire glamour pour finir. Oui. Parce que c'est ce qu'on défend aussi sur le spectacle. On a dit burlesque, on n'a pas dit glamour depuis le début, donc ça marche. Ça marche. Eh bien écoute, merci beaucoup Antoine. Donc je répète, Fantasmagoria, le spectacle musical au théâtre de l'Arrache-Cœur à 22h05. Ne soyez pas effrayés par l'horaire, c'est un spectacle de qualité qui se joue jusqu'au 21 juillet. Donc, est-ce qu'il y a encore un jour de relâche sur les On est en relâche le mardi, donc là il reste le 16 juillet en relâche. Mais il vous reste du coup plein d'options pour venir nous voir. Voilà, donc surtout courez voir ce spectacle Fantasmagoria. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Speed Théâtre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.